François Bon, 1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft. 100 ans au jour près, au jour le jour, sur toute cette année qu'il passe à New York. Il est déjà arrivé en amont, il y a fait plusieurs séjours. Il en refera plusieurs et longs après l'année 1925, mais c'est l'année de transition essentielle. Le 31 décembre 1924, il s'est installé. Alors, son ami Frank Beltrap Long appelle ça une pension. C'est un immeuble à Brooklyn Heights, le quartier populaire avec 25 appartements. On loue à la semaine, en son cas, $8 par semaine sur toute l'année. À l'étage au-dessus, c'est son ami George Kirk qui se viendra aussi louer. Quand la tante Liliane rend visite, on loue une chambre pour une nuit ou deux nuits juste à côté. La preuve, c'est que tout récemment, deux types, on ne sait pas ce qu'ils avaient pu repérer en amont. Peut-être même ils ont pris la chambre parce qu'ils avaient assisté au déménagement de Samuel Loveman et au fait qu'il entreposait là, derrière le studio de Lovecraft, il y a deux petites alcôves, mais qui sont mitoyennes avec la chambre d'à côté. C'est ce qui nous a valu le mois dernier ce cambriolage. On n'a pas fini d'en mesurer les suites. On est dans une période de fracturation, de bifurcation. Comme par hasard, on arrive, nous, pile à la moitié de notre projet. Demain, ce sera le 180e envoi, le PDF au quotidien et son exploration depuis le 1er janvier. Chaque fois que je peux, une vidéo d'accompagnement, c'est reprendre le PDF, réimproviser, chercher ensemble, et puis ne pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Là, donc, c'est Sonia, son épouse, qui était partie fin 1924 à Cincinnati après cette année qui a été ces mois qui ont été extrêmement difficiles pour eux deux après le mariage, la tentative de se mettre à son compte dans une boutique de chapeaux 5e avenue, puis des problèmes. Est-ce que ça tiendrait même pas à une part somatique qu'il saura, des crises gastriques et puis une fragilité pulmonaire qui s'y associe. Elle trouvera ensuite, donc elle sera hospitalisée. On a vu tout ça en octobre dernier, puisqu'on reprend les archives à mesure. Nous, on se centre là sur ce voyage au jour le jour, mais ça n'empêche pas d'explorer. On va le faire aujourd'hui avec une lettre justement à John Vernon Shee de 1933. Fin 1924, Sonia part à Cincinnati. Elle a trouvé un travail elle s'occupe de la mode et des nouveautés, des achats, des collections pour un de ces grands commerces comme le Haut Bonheur des Dames de Zola. Et les problèmes de santé vont revenir. Là, ce début 1924, 1925, c'est des allers-retours fréquents à New York et un séjour de plus de 2 mois dans le Vermont, dans une ville thermale, un peu comme notre Vichy à Saratoga. Il n'y a pas d'argent, donc elle trouve un arrangement avec une médecin. Et bien, ce sera elle qui s'occupera de l'enfant de cette médecin, l'accompagnera à l'école, s'occupera de ses repas, etc., etc. Et là, depuis 3 semaines, elle est revenue à New York. Elle a fait un aller-retour à Cleveland la semaine dernière. Tous les jours, elle se rend à Manhattan, où on a ça sur le petit carnet, SH out, SH return. C'est-à-dire qu'en journée, elle est probablement au service de ce nouvel employeur, mais dans une période préalable où c'est à Manhattan qu'elle travaille. Et une période où on sent bien que après, il y a des choses lourdes qui se passent. Et vous savez, il y a toujours ce United Amateur, cette association qui pour Lovecraft est tellement importante, a été tellement formatrice, on en parle tout le temps. Et là, en juillet, c'est l'Assemblée Générale, on renouvelle le bureau. Sonia ne sera plus présidente, lui ne sera plus le directeur éditorial, mais c'est des tâches tournantes, il reste impliqué énormément dans cette association, et c'est lui qui a en charge le numéro annuel à l'échelle fédérale, puisque c'est une
constellation de publications, comme lui avait en charge la publication de Boston, mais avait aussi une publication relevant de la même association à Providence, et tous ses amis, tous ses correspondants participent de ce mouvement. Là, il vient juste de corriger les épreuves. Lui seul, tout ça, ça lui tombe vraiment sur le... C'est une charge extrêmement lourde, et on mesure ce qu'est Lovecraft pour les autres. Oui, il y a quelqu'un qui s'occupe d'édition et de publication, est très impliqué dans 1000 correspondances, 1000 choses simultanées. Et qu'est-ce qu'il y aura après l'année de transition? Eh bien, une espèce de repli, et dans ce repli-là viendra, dans ce noyau comprimé, ce surgissement de grande fiction sans lequel on ne serait pas là à examiner ce que ce monsieur fait de ses journées. Alors, si vous voulez bien, Ordi, on est sur cette journée-là, ça commence toujours dans l'agenda par le dimanche, donc dimanche 28 avec la lecture du Times et ses suppléments littéraires, ce qu'on a fait avec lui, en même temps que lui. Et 2 jours, là, le lundi 29, le mardi 30, toujours une journée de décalage. Ne nous occupons pas du mercredi avec cette petite ajout là, qui transperce là, et qui en fait devait concerner le mercredi 1er, mais qui s'écrit dans un petit trou du mardi 30. Invader Chaos, de quoi il s'agit? Il s'agit encore d'une souris. Alors, ça veut dire que si c'est au moins la 3e fois, allez, regardez, je vous fais un spoil. Le lendemain, là, il attrape la souris le mercredi, et c'est seulement le jeudi soir, tout à la fin, quand la nuit est tombée, que Out was Invader. Vous savez qu'il achète des petits pièges qui sont pas des pièges qui font mal à la souris parce que ça il supporterait pas, c'est des petites boîtes, et puis quand la bestiole rentre dedans, ça hop là, et ben lui il prend la petite boîte avec la souris qui est encore là-dedans, qui bouge, et il l'a gardée comme ça, et il s'en va la nuit pour que personne ne le voie, parce qu'il n'oserait pas faire autre chose, jeter la petite boîte avec la souris. C'est des pièges qui coûtent 5 cents. C'est pas plus cher que les tapettes à souris, mais ça dit bien aussi quand même l'ambiance là dans cette pension, comme dit Frank Belknap Long, où l'eau courante c'est dans le couloir, les toilettes c'est dans le couloir, où on peut, moyennant une demande à Madame Burns, la logeuse, obtenir un bain dans la salle de bain collective. Voilà. Alors, lundi 29, on va traiter les 2 jours ensemble. Je vais vous dire la raison. Levé midi, Call on Kirk. Il monte chez George Kirk. Alors George Kirk, lui, c'est vraiment la fin là. Maintenant, vous savez qu'il avait jusqu'à fin juin cette chambre au-dessus. Il travaille à Manhattan dans une librairie 4e avenue qu'a monté un couple de Cleveland, Martin Kamin et Sarah, sa compagne. Désolé pour ceux et celles qui connaissent tous ces détails par cœur. Et tout bientôt, ce sera son tour d'ouvrir sa librairie à lui. Mais là, c'est vraiment un petit pied-à-terre et des stocks de bouquins. Et c'est vraiment ces derniers jours, alors que vous savez que le jour où Kirk avait annoncé à Lovecraft qu'il déménageait. Pourquoi? Parce que cette promiscuité, ces heures, ces cafétérias, ces discussions incessantes, il n'en pouvait plus. Alors c'était assez comique parce que lui, Kirk se plaignait de ça à sa fiancée, Lucille restait à Cleveland, et Lovecraft se plaignait de la même chose à sa tante Lillian, restait à Providence. N'empêche que pour Lovecraft, ça avait été une sacrée bouderie quand il avait découvert que Kirk déménageait. Mais là, la relation est toujours évidemment essentielle et très forte. Il monte chez Kirk à l'étage au-dessus. Sonia est partie. Alors lire, écrire. Kirk, rap. Ce serait plutôt un R, mais c'est Ray. Là, appel à la communauté. Aidez-moi à déchiffrer là ce tout petit mot.
Et c'est lié à quelque chose de très simple. Kirk déjà a procuré à Lovecraft, parce que dans ces trucs sur Manhattan, toutes ces boutiques, ces bibliothèques qu'il rachète, il rachète des bibliothèques par lot aux enchères, et quand il vient, il déménage, s'il trouve un paquet d'enveloppes, s'il trouve une ramette de papier blanc, tout ça, il embarque, et plusieurs fois déjà, il a fourni Lovecraft, qui lui, les enveloppes, ça coûte cher, le papier, ça coûte cher, et pour les United Amateurs, qui ont un budget, oh là 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 là, le bilan financier au mois de juillet, ça va être à peu près $45 de dépenses sur toute l'année. Non, tout ça, ça compte. Et même, vous allez voir, on va aller plus loin que ça. Je fais du teasing aujourd'hui. Lourd. Donc, probablement, il lui ramène là un stock d'enveloppes et de papiers qu'il a récupéré on ne sait où. Sonia revient. Alors, dîner, il est probable que cette fois, on ait gardé George Kirk à dîner. Ils s'entendent très bien. Il écrit à sa tante Liliane encore une lettre qui pour nous est perdue. Oui, mais la lettre du 6 juillet, la prochaine, on l'a. On va pouvoir, là encore, remettre les gaz. Retire. On va se coucher à minuit, autant dire avec les poules. Et c'est ça aussi où on sent qu'il y a que la vie à deux, c'est pas simple. La vie à deux, c'est pas simple. Quand Sonia n'est pas là, Lovecraft, c'est une nuit sur deux, quand même on dort un peu, et l'autre nuit, on écrit jusqu'à l'aube, et c'est souvent dans ces nuits passées à lire que au petit matin, il y a ce déclenchement. Il y a des pages très belles dans Écrire de Marguerite Duras aussi, qui était aussi sur ce rythme-là. C'est-à-dire, tu marches toute la nuit dans cet appartement, dans cette maison, et c'est seulement quand le soleil apparaît que, c'est bon, il y a quelque chose qui se soulage, tu vas à ta table et tu écris jusqu'à 10-11 heures du matin. Et ça, pour nous, qu'est-ce que c'est important de suivre Lovecraft là dans ses rythmes corporels. Et pourquoi donc transition immédiate avec le mardi 30, up noon, toujours ce refrain, on se lève à midi. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit les articles pour Arthur Leeds. Alors nous, c'est plus un suspense, ça remonte maintenant à un bon mois et demi. Arthur Leeds, il fait partie du Calem Club. Leeds, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus impliqué dans la vie de pigiste, de journaliste, même s'il tire le diable par la queue, qu'il a une chambre infâme dans ce quartier de New York qui s'appelle Hell's Kitchen. C'est un gars qui a eu son enfance dans un cirque. Il a toujours vécu comme ça dans la débrouille. C'est vraiment un personnage pour lequel on doit avoir de l'attachement, et Lovecraft doit à Leeds non pas des choses là comme ça de petits boulots, mais disons une confiance, quoi. On est de la famille, on est de ceux qui écrivent et qui vivent de l'écriture. Et Leeds donc travaille pour une compagnie, enfin une agence qui propose aux entreprises des rédactionnels. Et on prend l'initiative d'écrire des pubs. Parce que toutes les pubs, vous savez qu'on en fait une étude scrupuleuse depuis le 1er janvier dans le New York Times, qu'il s'agisse de machines à écrire, qu'il s'agisse de marques de café, ça Lovecraft il n'a pas l'idée d'aller y voir, qu'il s'agisse de voitures ou qu'il s'agisse de montres ou d'une fabrique d'ébénisterie, en reprenant les vieux dessins de meubles de l'époque coloniale. L'idée c'est que une fois qu'on a rédigé ça, on va le présenter à l'entreprise. Si l'entreprise le valide, c'est elle qui s'occupe de les faire paraître. Et c'est en fonction des bénéfices qu'ils en tirent qu'on facture et que l'auteur reçoit, lui, sa commission. Lovecraft va écrire 5 articles pour Leeds. Il y en a un seul qui sera retenu, et c'est probablement une sorte de petite protection, puisqu'il s'agira d'une librairie qui est à Patterson, où travaille son
ami Jim Morton où il dirige le musée. Donc ce sera une opération qui fera chou blanc et pourtant qu'est-ce que ça leur a fait rêver, y compris l'idée de revenir à Providence et de faire ce travail-là depuis chez lui. Et ça encore, c'est-à-dire nous, là, dans le PDF, tout de suite, moi je vous avais mis pendant 5 jours d'affilée, je vous avais mis une transcription des 5, alors on appelle ça les commercial blurbs, c'est traditionnel, c'est vraiment un dossier que Robert Barlow, son exécuteur testamentaire, il avait rassemblé ces manuscrits et il les avait mis dans une petite chemise avec écrit commercial blurbs, donc aucun problème, on les a conservés, on va aller voir le tapuscrit en question, mais quand même, il a mis 1 mois et demi pour se décider et évidemment, alors il s'en moquera, une fois que tout ça sera tombé à l'eau, il s'en moquera avec sa tante Hélène, il dira Grandpa is not a businessman, bah non, Grandpa, comme il s'appelle, le vieil homme, comme il s'appelle, mais j'étais pas doué pour les affaires, non. N'empêche qu'aujourd'hui, le United Matters c'est fini. Est-ce qu'il écrit de la fiction? Non. Est-ce qu'il est sur toutes ces lectures là qu'il avait les dernières semaines qui conduisent à cet essai épouvante et surnaturel dans la littérature? Non, mais il lui a fallu 1 mois et demi pour amorcer enfin, vous vous souvenez peut-être, c'était mercredi 24, la semaine dernière, où il y avait donc cette réunion hebdomadaire des Boys Meeting, All Present, et Leeds Matter. C'est Leeds commençait à dire, alors, si tu veux qu'on te paye pour ce que tu écris, il faudrait peut-être commencer par l'écrire. Ensuite, il dactylographie, c'est-à-dire il écrit à la main, ça on n'a pas. Mais il le reprend avec sa vieille Remington. Là, Sonia, on ne sait pas, elle n'apparaît pas. Et Dinner, Red, Retire. Voilà pourquoi j'ai mis les 2 journées ensemble. Vous savez aussi que au temps, là, quand il s'agit du dimanche, le New York Times, c'est 200. Là, il y avait 195 pages avec le supplément littéraire, le supplément photographie, le supplément arts et spectacles et le supplément magazine qui est toujours une mine de découvertes. Et on voit bien dans les articles ceux qui pouvaient passionner Howard Phillips Lovecraft, mais le lundi, il n'y a plus que 34 pages. Le mardi, ça remonte à 40 un petit peu, mais pas beaucoup. Et d'ailleurs, on peut tout de suite aller voir, par exemple, le journal d'aujourd'hui. Alors, de quoi il s'agit? Severe Earthquake. Et vous savez qu'il y a eu cet énorme tremblement de terre à San Francisco. Ça nous paraît loin. Ouais, mais c'était 1909. Donc en 1925, ils sont pas guéris, les Californiens. Ils savent bien ce qui se trame sous leurs pieds. Là, c'est à Santa Barbara, donc à Los Angeles. Tremblement de terre de grandes conséquences. Alors un de ces hôtels de luxe, on s'en fiche un peu des hôtels de luxe, mais ça fait la moitié de la page et toujours le New York Times donne la liste des morts et des blessés. Et c'est un tremblement de terre qui se propage loin, ça va on le perçoit, je crois, jusque dans l'Alberta, ça sur le rivage évidemment, ça crée des vagues, pas de tsunami, mais comme ça. Alors voilà des photos. Maintenant, vous savez, le journal fonctionne avec des photos en continu. Alors, on trouve ce qu'on peut. Santa Barbara's Post Office. Visiblement, on est loin du tremblement de terre. Voici la bibliothèque de Santa Barbara, voici le post office de Santa Barbara, mais ça n'a rien à voir avec le tremblement de terre. On apprend aussi en page de 1 que, alors hier, on avait eu, je garde mes réserves parce que j'ai besoin de temps, un article sur le fait qu'à cause des averses, tout ce dimanche, ça les Lovecraft, ils sont parfaitement au courant, les New-Yorkais n'ont pas osé trop envahir Coney Island. Vous savez, quand c'est le dimanche, c'est centaines de milliers de personnes qui prennent tous les trains qu'ils peuvent pour aller sur les plages de Coney. Donc le dimanche, c'était encore des averses orageuses. Et là, à New York, il y a encore eu un énorme orage, et un orage qui a fait que le métro donc la partie souterraine du métro de Brooklyn a été inondée. Et là, on est en plein, donc vous voyez, c'est les lignes
On peut retrouver ça facilement sur un plan, des incendies qui commencent à cause des éclairs, toute la circulation ferroviaire interrompue. Et là, Sonia, elle était en plein dans ce bazar. Alors par contre, est-ce qu'elle est passée aux bonnes heures et y a échappé? En tout cas, on n'a aucune trace dans le petit carnet. Moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est venu dans le New York Times de dimanche. Vous savez, dans le supplément littéraire, il y avait un article sur Dick Carter. Dick Carter, le père de toute la littérature contemporaine. Or, Dick Carter, c'est des aventures pour adolescents. C'est les petits récits là d'action et tout ça. Et Lovecraft, comme tous les enfants, de ses 11 à ses 14 ans, évidemment, Dick Carter, ça fait partie de sa lecture. Alors, je me dis, tiens, on va aller regarder comment il en parle de Dick Carter, et il y a ces lettres de 1933, donc évidemment dans une période tardive. Là, il ne connaît pas encore ce John Vernon Shee, qui est un jeune universitaire, je crois, qui veut tâter aussi, lui, de la plume. Et il y a une correspondance entre les deux, que je vais déjà citer l'autre jour, avec cette longue lettre-là du mois de février. Une lettre où il y a énormément aussi de politique, mais où il rendait compte il reprenait cette idée-là de ces suggestions pour un guide de lecture. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai lu, à quel âge, et comment, petit à petit, j'ai compris qu'il me fallait organiser mes lectures. Et là, c'était une lettre de février, et là, je suis tombé sur une lettre de novembre 1933. Simplement, il la commence le 8. Il la continue le 9, il la continue le 10, il la continue le 11. Et là, le 9, c'est déjà 8 ou 10 pages plus tard. Il y a des petits dessins, il y a des poèmes qu'il recopie. Il dit, je vous envoie telle coupure, je vous envoie telle chose. Il le remercie aussi parce que l'autre lui a envoyé des bouquins. Et là, le 11, ça va s'interrompre, mais la lettre fait déjà 20 pages. Voilà, ça c'est le 11, vous voyez, on a mis 20 pages là pour faire le 10, et le 11, ça continue, encore une tripotée, et il la laisse ensuite quelques jours, et il la reprend pour une fin, là, le 22 novembre. Et en gros, on a 40 énormes pages de ce livre, et quand je me suis mis à transcrire, vous savez, je mets tout au format livre de poche, standardisé, 1800 caractères par page. Mais la lettre, dans ma transcription, elle fait 96 pages. Alors pourquoi j'avais voulu la prendre? J'étais sur la piste de Dick Carter. Cette lettre, évidemment, là j'ai encore des choses à nettoyer, mais je mets tout dans le dossier. Vous savez que vous avez l'adresse chaque matin avec le PDF dans le mail que j'envoie. Donc c'est un document à télécharger avec toute la suite déjà des autres. Je dois dire qu'avant-hier j'ai calé. Pourquoi j'ai calé? Parce que je suis tombé sur des merveilles. Alors là, je vais vous en faire part et ce sera notre thème d'aujourd'hui. Mais je suis tombé aussi, quand Lovecraft écrit une lettre de 40 pages, là, en novembre 1933, il y a 5 pages sur pourquoi son adoration de Hitler. Qu'est un brave homme qui ne fera pas de mal, il fait ce qu'il croit être bon. Ouais, mais ce qu'il croit être bon, c'est parce que oui, l'épuration ethnique. Et là, tout d'un coup, tu dis, mais qu'est-ce que je fais avec ce bonhomme? Alors, c'est vrai que moi, c'est une décision qui a été explicitée dès le départ. Moi, c'est pas la première occurrence, mais ça veut dire que y a rien qui nous permet de nous excuser. C'est-à-dire que quand Lovecraft a 20 ans et qu'il écrit à Alfred Galpin, il est puant, il est inqualifiable. Et en 1933, à 43 ans, il est tout aussi puant, tout aussi inqualifiable. Et là, est-ce que c'est un cas de conscience? Alors, c'est comme pour Céline, évidemment. Mais on est dans l'impasse. C'est pas des textes, les faire circuler ne peut pas être une position neutre, et on peut pas les faire circuler sans s'associer au crime moral qu'ils représentent. Alors je m'en tiendrai à ce protocole, mais cette lettre-là, et c'est pareil à l'époque, il a commencé sa correspondance avec Robert Howard.
c'est à la fois les témoignages autobiographiques les plus forts, et c'est à la fois le puits sans fond d'un déni humain totalement inacceptable, évidemment. Alors pourquoi moi j'ai repris ça? Alors j'étais dans cette transcription à partir de Dick Carter. J'étais à la fois ébloui et révulsé avec une vraie question sur comment être propre alors même qu'on touche des choses aussi atroces. Dans le New York Times, on avait un article en une sur « A son is born to Mrs. Charlie Chaplin ». La jeune femme du célèbre acteur vient d'avoir un enfant et les histoires de divorce ensuite avec Lita Chaplin, c'est littéralement sordide aussi. Et dans cette longue lettre à John Vernon Shee, eh bien, il parle de ce copain à eux qui s'appelle Wheeler Dryden, qu'on a croisé à New York et qui est, en gros, le demi-frère de Charlie Chaplin. Ou en gros, plutôt, il y a Sidney Chaplin, qui est aussi un acteur, qui est lui, évidemment, proche le plus de Charles, et Wheeler Dryden est à la fois le demi-frère et le demi-frère réel de Sidney Chaplin, comme Charlie Chaplin est le demi-frère de Sidney. Et en fait, en gros, il va raconter comment Charlie Chaplin a accueilli ce jeune demi-frère qu'il se découvre à l'âge de 25 ans. Et ça n'a pas été simple, mais comme il y a cette chose, ce lien avec moi, je me suis engouffré et on a un passage extraordinaire sur le cinéma pour l'enfant Lovecraft. Alors, l'enfant Lovecraft, donc c'est 1898, mais c'est plutôt, je dirais, 1902-1910, l'enfant de 12 à 15 ans. Et là, on va. Alors évidemment, on n'y va pas seul, on y va avec la maman, ou on y va avec les autres, une des tantes, ou des oncles qui vivent encore à l'époque. Bon, le grand-père, ça j'imagine pas. Et il nous raconte qu'est-ce qu'on voit au mutoscope. Vous connaissiez le mot, le mutoscope de Providence. Il y a aussi un cinéma qui s'appelle, vous savez, il parle de Méliès. Et il y a aussi le The Carlem Co. Le Carlem, c'est justement le Carlem Club de lui et de ses copains. Il y a aussi le Vitagraph Co. America, la compagnie Vitagraph, la compagnie Polyscope, la compagnie Biographe et la compagnie Mutoscope. Il appelle ça c'est le compagnon inséparable des produits scintillants de Pathé Frères, Lubin, Méliès, Gaumont. Et entre les bobines, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous savez que il faut aller voir du côté de Blaise Cendrars, qui dit qu'à Londres, il a connu Chaplin au temps où il venait faire le mime, là, pendant qu'on changeait les bobines. On sait très bien que c'est de la parfaite fiction, mais là, il y a une scène incroyable. C'est un ténor en col blanc, un col haut et à voix sifflante qui vient chanter la mélodie des chansons à la mode entre les bobines. Je vous laisse découvrir ça dans le PDF, puisque en gros, il nous donne aussi le titre de ces vieilles rengaines populaires. Voilà, ça m'a sauvé le PDF d'hier, et je vous assure que j'étais en mauvais état. Alors aujourd'hui, tout d'abord, j'ai suivi le truc. C'est-à-dire, il nous dit, il a dactylographié les deux textes pour Arthur Leeds. Et moi, j'ai jamais eu la curiosité d'aller voir le fac-similé de cet tapuscrit. Il est sur la réserve numérique de la Brown. Et alors, évidemment, facile à voir, mais j'avais jamais eu l'idée. Tu vois, Kirk vient de lui apporter une rame de papier. Mais le papier, pour Lovecraft, marchandise précieuse, sur quoi tu vas dactylographier là, ce que tu viens de taper avant d'aller le porter à Arthur Leeds? Sur des lettres que tu as reçues. Et donc on a deux versos. Donc voilà le texte ici, première page. Voilà le texte, deuxième page. Et si on retourne à la feuille, c'est une lettre. Alors là, il s'agit de quelqu'un, alors c'est dactylographié aussi, mais c'est pas du tout la machine à écrire de Lovecraft,
quelqu'un qui fait partie qui veut rejoindre le mouvement des United Amateurs, c'est en gros qui fait de la lèche, quoi. Il dit « Oh, mais j'ai vu cette gravure avec votre portrait, avec Orwell ou je sais pas quoi. Est-ce que vous pourriez pas m'en envoyer une copie ?» Bon, tu parles, donc il a dû envoyer un mot gentil, mais il se sert pour dactylographier du verso, de cette lettre reçue. Et la deuxième, c'est encore autre chose, c'est The Book of Knowledge, une collection qui s'appelle Le Livre du Savoir, et c'est tout un baratin qui dit « Avez-vous des enfants, monsieur Lovecraft ?» Ah ben non, Lovecraft, il n'en a pas des enfants, mais il dit « Voici une collection », ça ressemble en gros à ce qu'on avait nous plus tard, 50 ans plus tard, avec tout l'univers, et puis il y a la liste là de tous les thèmes, il y a une jolie illustration là de l'adulte qui lit au petit garçon et à la petite fille, c'est dactylographié en bleu sur un fond de lettres, et c'est une démarche commerciale, c'est-à-dire dire « Oh, mais si vous voulez bien nous relayer dans le United Amateurs, on est prêt à vous envoyer de ces services de presse, comme on dirait aujourd'hui. » Et tu vois, tout d'un coup, tu te mets à gamberger. C'est-à-dire, et si tu cherchais c'est comme cette fonction palimpseste, c'est pas le palimpseste, tu réécris pas sur un texte, mais tu prends des lettres que tu reçois, et ça, c'est lettres que Lovecraft a reçues. Évidemment, on n'a aucune trace nulle part, et sauf là. Tu retournes les tapuscrits des commercial blurbs et tu trouves un tout petit échantillon du courrier qu'elle reçoit tous les jours. Alors c'est ça qui m'a redonné confiance, et je suis revenu à cette lettre de Vernon Shee. Alors vous voyez, même là, j'en ai 4 pages dans le PDF. Alors j'espère je pense que ça vous fera plaisir. Ça commence par il y a un paragraphe, donc je rappelle, c'est une lettre de une bonne trentaine de pages, très serrée, et quand j'installe ça au format livre de poche, ça fait 90 pages. Bon. Quant à mon enfance, on peut pas dire qu'elle était vraiment pathétique. En tout cas, j'ai passé de meilleurs moments à l'époque que je n'en ai jamais passé depuis. La mort précoce de mon père, la mort de ma grand-mère en 1896 donnèrent une note de mélancolie à la maison, mais cette mélancolie ne m'atteignit que très peu. Et il faut bien resituer ça. Par exemple, vous savez, ce livre de Michel Houellebecq, c'est son premier livre, un hommage à Lovecraft, on l'a tous lu, et je crois que Houellebecq a été le premier à prendre Lovecraft par l'écriture. Simplement, de quoi il disposait, Houellebecq, à l'époque. C'était précurseur, et un respect énorme pour ce texte. C'est-à-dire, on avait une image de Lovecraft qui était le grand déprimé, le gamin qui n'était jamais scolarisé, les deuils du père, les deuils, etc. Et nous, il faut qu'on réapprenne maintenant à considérer que la fiction qui s'en va dans la plus grande épouvante, la peur ou le plus terrible, elle ne surgit pas forcément d'un mal incarné qui se traduirait par la dépression, par l'enfermement, etc. Même s'il y a eu, bien sûr, un peu avant la mort de sa mère, et la rencontre avec Sonia, ça vient juste après, dans cette libération, même s'il y a eu effectivement plein de périodes dans l'adolescence où Lovecraft n'était pas scolarisé, etc. Mais il nous faut appréhender, par exemple, l'idée d'un petit garçon. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, ce petit garçon? Il joue au Playmobil? Ah non, il n'y avait pas de Playmobil à l'époque. Tu vas pas me faire gourer sur des machins comme ça quand même. Je le sais, j'en ai eu assez d'enfants et puis de petits-enfants maintenant. Et puis pour les Playmobil, je sais ce que c'est que de marcher sur un Playmobil en pleine nuit. Hein? Bon, mais non, mais il avait des petits trains, il avait des petits arbres, il avait des petits ponts, il avait des voitures, il avait des maisons. Et c'est ce qu'il raconte. C'est-à-dire, il va raconter qui était le Lovecraft enfant avec ses jouets. Et ça, je vous laisse aussi le découvrir. J'éprouvais le plus grand plaisir à jouer avec mes jouets. Mes jouets préférés étaient très petits, ce qui me permettait de les disposer dans des scènes très étendues. Mon jeu, c'est-à-dire qu'il invente des jeux de rôle. Mon jeu principal consistait à consacrer un plateau de table entier à une scène que je développais ensuite comme un vaste paysage.
Aidé par des apports occasionnels de terre ou d'argile, j'avais toutes sortes de villages jouets avec des petites maisons en bois, en carton, et en combinant plusieurs d'entre eux, je construisais souvent des villes d'une étendue, d'une complexité considérable. Les arbres jouets, dont j'avais un nombre infini, étaient utilisés avec plus ou moins d'efficacité pour former d'autres ensembles de paysages, des forêts, des bords suggérés de forêts. Certains types de blocs me permettaient de créer des murs, des haies. J'ai également utilisé ces blocs, des caplas qu'on dirait aujourd'hui, pour construire de grands bâtiments publics, construire des villes. Il faut noter que malgré un goût pour le réalisme qui s'opposait à l'exotisme évident de certains jouets allemands, j'ai cultivé une indifférence stoïque à l'égard de l'élément d'échelle cohérente dans mes dessins. Je ne savais trop comment faire pour que mes villages et mes bâtiments s'harmonisent en grandeur, de sorte que certaines de mes maisons privées étaient indéniablement plus grandes que certaines de mes églises, certains de mes palais de justice, etc. Ce principe s'appliquait de manière encore plus évidente à des détails tels que les véhicules, les figures humaines, etc. J'ai dû accepter ce qui était communément disponible et laisser mon imagination enfantine exercer une influence homogénéisante. Mes personnages étaient principalement du type et de la taille d'un soldat de plomb, etc., etc. Mais ça, un récit comme ça, vous avez ça où ? Naturellement, la majorité des scènes dataient du XVIIIe siècle. C'est dans ce cadre de cette discussion. Pourquoi ? Comment est venue pour moi, la fascination pour le XVIIIe siècle. C'est là qu'il commence à construire à se lancer dans ce récit de Lovecraft, de l'enfant, bien que ma fascination parallèle pour les chemins de fer et les tramways m'ait amené à construire un grand nombre de paysages contemporains avec des systèmes complexes de voies ferrées. En étain, je disposais d'un magnifique répertoire de wagons et d'accessoires ferroviaires, signaux, tunnels, gares, etc. Et il le dit plus loin, la ruine avec la mort du grand-père, c'est venu seulement quand j'avais 14 ans. Donc, on a un enfant de riche famille qui, visiblement, a tout ce qu'il veut. Alors, tout ça, il le développe. Au bout d'une semaine ou deux, c'est-à-dire le jeu lui dure plus d'une semaine. Et il trouve une autre table. Il nous raconte donc aussi que dans cette grande maison du grand-père, c'est une grande maison bourgeoise, mais comme toutes ces maisons, il y avait aussi des écuries. Parce qu'autrefois, tu avais des domestiques, il y avait un cocher. Et si tu as une écurie, tu as la pièce où tu mets les selles et les harnais, et puis une remise pour mettre le foin. Mais bien sûr, on est déjà dans le XXe siècle qui commence. On n'a plus besoin ni de chevaux, ni de foin, ni de cocher. Et donc il a tout cet espace, il a un grand grenier qui était là où on mettait le foin, il a cette pièce qui a gardé les odeurs de cuir, et dit j'en avais fait mon bureau, il a l'ancienne écurie où il installe là ses constructions par terre directement avec ses trains, ses ponts, il aime les ponts. Et là, il bifurque dans quoi ? Mais je n'étais en rien solitaire. Et c'est là où nous, faut pas se tromper. Ou confiné aux loisirs intérieurs. J'avais un nombre conséquent de compagnons de jeu, les gamins du quartier. Je me joignais souvent à eux pour nos jeux de plein air, très variés. Généralement, si je pouvais m'arranger, car rien d'autre ne me plaisait autant, la mise en scène de quelque aventure vivante, hors la loi, police et criminels, guerre de sécession, bataille, chasse au gros gibier, indiens et soldats, pompiers, etc. Et qu'est-ce qu'il a comme rôle, lui, Lovecraft, c'est lui qui organise le jeu. Alors, il dit, j'étais pas d'une grande santé, c'est-à-dire qu'il peut pas faire 30 km en vélo. Ouais, mais il est tout le temps sur son vélo. Parfois, nous jouions au chemin de fer avec nos vélos et un tramway spécialement conçu sur la base d'une boîte d'emballage. C'est-à-dire, tu as des cartons d'emballage, une boîte d'emballage, parce qu'à l'époque, on chipote pas, on fait les boîtes en bois pour... tu te fais un petit train miniature, et puis tu mets une bonne ficelle, et puis il y en a un qui tire, et voilà comment tu joues au train. Souvent, là encore, nous jouions dans les champs et les bois, car l'ancienne maison se trouvait à la limite des rues construites et à proximité de l'ancienne campagne de la Nouvelle-Angleterre. La plus grande partie de cette campagne a disparu, c'est bien, je l'ai arpenté, engloutie par les rues pavées de la ville en expansion, un merveilleux ravin boisé, dont l'effet sur mon imagination naissante était énorme. Mais prenez dans Lovecraft le rôle des ravins.
le rôle là de ces creux dans les racines. D'où ça vient? Ça vient là de ces impressions enfants. Et ces impressions enfants, est-ce qu'elles sont à des kilomètres? Puisque souvent, dans les fictions, c'est devenu dans des terrains, Non, c'était les rives boisées de la rivière Zéconque, avec un ravin affluent comme celui qui avait été comblé, et resté tel quel. Et donc, il en parle là, maintenant, en 1933, étant devenue une réserve de parc métropolitain avant qu'elle n'ait le temps de se dégrader. Ces rives de la Zéconque, on peut toujours les arpenter. Peut-être vous avez vu là dans la petite vidéo que j'avais fait. Lovecraft à Providence, guide affectif et pratique. Et il nous dit « J'y vais encore presque tous les après-midi d'été pour lire, écrire et me perdre dans un monde intemporel qui ne fait qu'un avec le passé. » Et ensuite, c'est là où il nous parle de, par exemple, sa bicyclette. Ma bicyclette, je les usais tellement que j'en ai eu 3 successivement. M'emmenait dans toute la campagne environnante, me familiarisait quotidiennement avec les paysages rustiques, l'atmosphère des villages de la Nouvelle-Angleterre. Après tout, qui pourrait dire que ma jeunesse aurait été misérable? Voilà un grand extrait de cette lettre à Vernon Shee qui pose des problèmes énormes. Dès que je vous l'aurai mis à télécharger, vous verrez sur Hitler, fin 1933. Est-ce que c'est de l'ordre de l'illusion? Probablement ça compte aussi, mais cette illusion, Lovecraft, il l'apprend là à l'opinion commune des Américains là sur Hitler. On est juste en sortie de la Grande Dépression, c'est terrible. Et il la réimporte là dans le plus injustifiable de la relation humaine. Voilà, c'était pour aujourd'hui. Et demain, on va attraper la souris. Ok ?